Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, le ministre malien de la Défense Sadio Camara a été tué lors d'une attaque à Kati dans un contexte sécuritaire tendu. Le chef de la MONUSCO s'est rendu à Goma, toujours sous tension dans un contexte d'instabilité persistante à l'est du pays. Et puis les prix du pétrole augmentent en raison des tensions autour du détroit d'Ormuz, axe stratégique du commerce mondial de l'énergie. Apprenti chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, au Mali, les autorités ont confirmé la mort du ministre de la Défense Sadio Camara lors d'une attaque à Kadi. Figure centrale de la transition, sa disparition intervient dans un contexte sécuritaire fragile et pourrait avoir des répercussions au sommet plutôt de l'appareil militaire. Plus de détails dans cet élément. Au Mali, les autorités ont confirmé la mort du ministre de la Défense Sadio Camara, tué dans un attentat suicide. Le pays a été confronté à un week-end noir, marqué par des attaques coordonnées menées à l'échelle nationale par des combattants djihadistes et des rebelles séparatistes qui ont aussi pris le contrôle d'une ville clé dans le nord. Le gouvernement de la transition du Mali a le profond regret de porter à la connaissance de l'opinion les décès tragiques du général de corps d'armée Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. En effet, suite aux incidents terroristes lâches ayant eu lieu dans la matinée du 25 avril 2026. Sadio Camara, sa deuxième épouse et 2 de ses petits-enfants sont morts dans un attentat à la voiture piégée contre leur domicile à Kati. Un véhicule piégé, conduit par un kamikaze, a visé la résidence du dit ministre, qui a engagé des échanges avec des assaillants, dont il a réussi à éliminer certains. Au cours d'intenses affrontements, il a été blessé
puis transporté à l'hôpital, où il a malheureusement succombé. Les autorités maliennes ont décrété 2 jours de deuil. Des funérailles nationales seront organisées dans les prochains jours. En République démocratique du Congo, le chef de la mission des Nations Unies est arrivé à Goma, une visite symbolique dans cette ville stratégique du Nord Kivu, toujours sous le contrôle du groupe armé M23, au cœur des tensions persistantes dans l'est du pays. Reportage à suivre. Le chef de la force de maintien de la paix de l'ONU en République démocratique du Congo, la MONUSCO, est arrivé vendredi à Goma. La capitale provinciale du Nord Kivu est sous le contrôle du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda et James Swan est venu s'enquérir des avancées relatives aux accords de paix. Nous avons salué les avancées vers la signature du protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire et encouragé les parties à maintenir leur engagement afin de conclure rapidement cet accord, en vue de mettre fin aux souffrances des populations civiles affectées par le conflit. Le diplomate onusien a rappelé les recommandations des derniers accords de paix en faveur du cessez-le-feu et la libre circulation du personnel humanitaire. Le suivi du cessez-le-feu exige qu'un certain nombre de conditions indispensables soient réunies afin de permettre au mécanisme conjoint élargi de vérification plus d'opérer de manière crédible, sûre et efficace. Le responsable de la MONUSCO a précédemment séjourné à Beni, Eringeti dans le Grand Nord et Bunia Fataki dans la province de l'Ituri. Ces conditions comprennent la cessation de l'usage des drones offensifs, la fin du brouillage et de l'usurpation des signaux GPS, la pleine liberté de mouvement du personnel et des moyens de la MONUSCO, ainsi que l'utilisation sûre des aéroports et de l'espace aérien. James Swan arrive dans cette région une semaine après les pourparlers tenus à Montreux en Suisse entre gouvernement et rebelles congolais. Au Burundi, le président Evariste Ndayishimiye a été désigné candidat de son parti pour la prochaine élection présidentielle. Une annonce qui confirme sa volonté de briguer un nouveau mandat à la tête du pays. Suivons ensemble. Au Burundi, le président Evariste Ndayishimiye a été désigné candidat de son parti pour l'élection présidentielle qui doit se tenir l'année prochaine. Âgé de 57 ans, il est à la tête du pays depuis mai 2020 après avoir remporté un scrutin marqué par des accusations de fraude et la disqualification de son principal adversaire. Evariste Ndayishimiye a alors succédé au président Pierre Nkurunziza qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 15 ans. Général et ancien chef du parti au pouvoir, Evariste Ndayishimiye a occupé diverses fonctions sous la présidence de Pierre Nkurunziza. Depuis son arrivée au pouvoir, ce fervent catholique balance entre ouverture du gouvernement et maintien d'une emprise ferme sur le pays. Les Nations Unies ainsi que plusieurs ONG ont condamné à plusieurs reprises les violations des droits de l'homme observées au Burundi. L'ONG Reporters sans frontières classe le pays au 125e rang sur 180 en matière de liberté de la presse. Evariste Ndayishimiye occupe actuellement la présidence de l'Union africaine pour un mandat d'1 an débuté en février dernier. Il part grand favori pour ce scrutin, dont la date n'a pas encore été fixée. Le futur président du Burundi sera élu pour un mandat de 7 ans. En Grèce, à présent, une organisation environnementale poursuit ses efforts pour nettoyer les fonds marins de l'île Titake, une action engagée depuis plusieurs années pour lutter contre la pollution liée aux activités humaines. Avec ses plages paradisiaques, Ithaque fait rêver les touristes. Les habitants de l'île grecque veulent préserver la qualité de ses eaux et s'inquiètent des effets de la pisciculture sur l'environnement. Il y a quelques semaines, cette cage circulaire provenant d'une ferme piscicole abandonnée a été retrouvée au large d'Ithaque. Elle a été récupérée par l'ONG environnementale Healthy Seas pour être recyclée. There is a system change needed. There are existing laws, but they are not applied or enforced properly in Greece. So first, the responsible owner of the fish farm, abandoned farms, should take care of removing them, cleaning them up, or if not, then the competent authorities. But it's a matter of capacity, money, skills.
Depuis des années, les fermes piscicoles abandonnées sont un véritable fléau pour l'île. Certains des exploitants qui décident de cesser leurs activités laissent leur matériel sur place, ce qui affecte les pêcheurs locaux et pollue les fonds marins. Καταφέραμε και ξεμπερδέψαμε με τα κτηνοτροφία τα οποία ήταν εγκαταλειμμένα στο νησί. Έγινε ο καθαρισμός από τη Healthy, αν θυμάστε, πριν 3-4 χρόνια. Όμως με τα κομμάτια των κτηνοτροφίων τα οποία φεύγουν και τα οποία μπαίνουν και εμποδίζουν την αυσιπλοεία, έχουμε συχνά τέτοια φαινόμενα. Depuis 2021, l'ONG Healthy Seas a retiré des tonnes de filets de pêche des fonds marins de l'île. L'équipe comprend des plongeurs venus de différents pays comme les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Grèce, le Liban ou encore la Hongrie. Αν και το θέμα είναι γνωστό, μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει τιμωρηθεί. Η ελληνική πολιτεία μοιάζει να μην μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Δήμος ζητεί τη βοήθεια περιβαλλοντικών οργανώσεων. En Asie, la Corée du Nord a inauguré un monument en hommage à ses soldats engagés aux côtés des forces russes. Selon plusieurs sources, des milliers de militaires auraient été déployés depuis 2024. Reportage à suivre. La Corée du Nord dispose désormais d'un monument à la mémoire de ses soldats morts aux côtés des Russes dans le conflit avec l'Ukraine. Le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, et le président de la Douma, Vyacheslav Volodin, ont fait le déplacement depuis Moscou pour être présents à l'inauguration. Moscou et Pyongyang assurent que les soldats nord-coréens ont opéré uniquement pour aider les Russes à reprendre le contrôle de la région de Koursk. Selon les estimations occidentales, la Corée du Nord a envoyé environ 15 000 soldats pour aider la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Pyongyang assure que 101 militaires y ont été tués. Séoul estime que les pertes nord-coréennes dépassent les 2000 morts. Par ailleurs, sur le plan économique, les prix du pétrole poursuivent leur hausse en cause le blocage du détroit d'Ormuz, un point stratégique pour l'approvisionnement mondial en énergie. Le détroit d'Ormuz est à mettre fin à la guerre et à une date plus lointaine à négocier sur le dossier nucléaire, une information conjointe de médias américains relayée par l'agence officielle iranienne IRNA. Cette nouvelle n'a pas empêché les marchés pétroliers d'ouvrir à la hausse. Le prix du Brent a encore augmenté de 2%, dépassant les $107 le baril, ce qui porte la hausse hebdomadaire à environ 10%. Donald Trump a annoncé de son côté que les États-Unis n'étaient toujours pas disposés à s'asseoir à la table des négociations au Pakistan avec les représentants de l'État perse, car Téhéran ne répond pas à leurs exigences et qu'il n'est pas non plus très clair qui dirige exactement le pays. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi souhaiterait que le sultanat d'Oman se joigne à l'Iran pour assurer la sécurité du détroit à l'avenir. Enfin, Abbas Araghchi est arrivé ce lundi à Saint-Pétersbourg pour discuter du règlement du conflit avec le président russe Vladimir Poutine. Et puis nous terminons par cette actualité. Les tensions diplomatiques autour de Taïwan s'intensifient. La Chine rejette les accusations des États-Unis, évoquant des pressions exercées sur certains pays africains pour empêcher le déplacement du président taïwanais. La Chine a rejeté les accusations des États-Unis qui dénoncent une campagne d'intimidation menée par Pékin visant à faire échouer le voyage officiel du président taïwanais en Eswatini. Plusieurs pays africains ont révoqué leurs autorisations de survol à la suite de supposées pressions chinoises. La partie américaine a critiqué de manière irresponsable les actions légitimes de la Chine visant à préserver sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale et à porter des accusations sans fondement contre les mesures justifiées prises par les pays concernés pour défendre le principe d'une seule Chine. Le président taïwanais a été contraint de reporter sa visite officielle en Eswatini, petit pays enclavé d'Afrique australe, seul allié diplomatique de Taipei en Afrique. La Chine revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.